du plaidoyer pour qu'en France, nous ayons une loi de réutilisation à des fins sociales des biens confisqués. Et je dois dire que parmi toutes les associations ONG que l'on a sensibilisées, Anticor est celle qui a le plus vite répondu à cette demande, à telle enseigne que maintenant cela figure sur leurs engagements, leurs demandes. En effet, en France, on a fait des progrès en matière de confiscation. Il y a une agence qui a été créée qui s'appelle l'AGRAS, Agence de gestion de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, qui en 3-4 ans a fait énormément de progrès. Donc, il y a beaucoup maintenant de biens qui sont confisqués en France. Avant confisqués pas du tout, en gros. Aujourd'hui, que faire de ces biens? Le système français fait qu'on les revend, c'est normal, on veut faire rentrer de l'argent dans une caisse. Cet argent peut être parfois bien utilisé, donc il n'y a pas de problème. Simplement, ce n'est pas comme ça que l'on peut transformer sur le territoire les mentalités et impliquer la société civile. Et comme en plus en France, du coup on a cette chance, les biens sont confisqués pour tout type de crime, enfin, pas tous, mais ils sont plus larges, pas seulement pour le crime organisé. En l'occurrence, il serait temps que les biens qu'on saisit pour la corruption soient affectés à la société civile, et j'espère que très vite nous aurons donc le siège d'Anticor, qui sera une ancienne maison d'un sénateur ou d'un député condamné pour corruption. Et d'où nous vient ce modèle de société civile efficace et de confiscation qui marche? Il nous vient d'Italie, et c'est pour ça que j'ai voulu la présence de Libera France, qui va nous expliquer un peu le combat en Italie et pourquoi il peut faire un peu modèle. Merci Fabrice, tu as plus ou moins balayé la moitié de mon exposé, donc je te remercie. Libera est un réseau d'associations et citoyens anti-mafia qui est né au milieu des années 90 grâce à l'action de Luigi Ciotti, qui est un prêtre qui était déjà, à l'époque déjà engagé contre la toxicomanie au sein du groupe Abele, qui est un groupe d'assistance aux personnes en difficulté. Donc il faut souligner que Libera n'est pas le premier mouvement collectif anti-mafia, ni le seul. Cependant, la naissance de Libera a apporté quelques nouveautés disons, sur la scène anti-mafia en Italie. Et quelques nouveautés et quelques éléments de réponse aussi qui peuvent peut-être être adaptés à différentes situations, comme cela a été évoqué tout à l'heure et comme je vais reprendre par la suite. Donc, une des premières nouveautés apportées par Libera est une de ses plus grandes victoires, on peut dire, et cela arrive à peine un an après la création de ce réseau d'associations anti-mafia. Et c'est l'approbation de la loi sur la réutilisation sociale des biens confisqués aux mafieux, donc en mars 1996. C'est une loi d'initiative populaire, donc il faut le souligner, soutenue par 1 million de signatures qui ont été récoltées grâce, entre autres, au fait que Libera est né comme réseau d'associations qui existait déjà. Donc la loi de 1996 étant une loi appelée Romeo di la Torre de 1982 qui prévoyait déjà la confiscation des biens mal acquis. Mais donc avec la nouvelle loi de 1996, on insiste donc les biens mal acquis et confisqués, donc biens mal acquis saisis et confisqués par l'État, peuvent désormais être attribués à des associations, à des coopératives ou des collectivités territoriales et être employés pour des services d'assistance à la personne ou la création d'activités économiques et des opportunités professionnelles. Là où avant les activités étaient principalement illégales. Donc c'est par la société, la société ou la société civile se réapproprie ainsi ce qui lui a été soustrait de façon illicite.
Et donc on peut vraiment dire qu'on est là face à ce qu'on qualifie d'antimafia sociale, donc une antimafia qui n'est pas seulement contre les mafias, mais concrètement c'est une antimafia qui se fait par la promotion des droits et à travers l'emploi et la justice sociale aussi. Donc Fabrice Rizzoli est un grand connaisseur et gros fan aussi de la réutilisation sociale des biens confisqués, comme vous pouvez le voir. Il a amené tous ces produits issus de coopératives installées dans des biens confisqués aux mafieux. Donc en fait, je ne suis pas la mieux placée ici pour parler de ces belles expériences. Néanmoins, je pense que dans une approche bilan et perspective, comme indique l'intitulé de mon intervention, on peut dégager quelques idées. Donc déjà au niveau italien, en simplifiant beaucoup, je pense qu'on peut dire que la réutilisation des biens confisqués, quand ça marche très bien. Et l'exemple c'est, par exemple, cette confiture d'orange ou bien les pâtes et le vin et la sauce tomate tout au fond. Donc c'est le cas de nombreux biens confisqués de type immobilier et agricole. Malheureusement, il n'y en a qu'une partie, des biens saisis et confisqués par la suite qui arrive vraiment à la fin à héberger des coopératives qui réussissent. Enfin, au contraire, on peut dire que la situation des entreprises confisquées aux mafieux est beaucoup plus délicate et il y a des hypothèses de développement qui sont à l'étude parce que la question est assez compliquée. Donc, pour conclure avec le côté italien, Libera a été à l'origine de cette loi pour la réutilisation sociale des biens confisqués et elle est toujours présente dans ces biens confisqués, à la fois grâce aux coopératives, pas toutes les coopératives agricoles appartiennent directement au réseau Libera, mais il y en a qui ont créé un consortium de coopératives agricoles qui s'appelle Liberater. Et les bénévoles de Libera sont présents aussi chaque été sur les biens confisqués. En effet, Libera promeut on va les appeler des séjours d'études et de bénévolat et d'approfondissement sur les biens confisqués. Donc, chaque été, il y a des milliers de jeunes, moins jeunes, qui participent à ces expériences de connaissances et de bénévolat sur des biens confisqués au mafieux. Ensuite, on peut passer à l'échelle européenne. L'an dernier, on a obtenu un succès législatif, je crois. Enfin, un succès législatif assez remarquable quand même, avec l'approbation par le Parlement européen d'une directive concernant le gel et la confiscation des instruments et des produits du crime dans l'Union européenne. On n'en est pas encore à la réutilisation sociale, si je ne me trompe pas, mais c'est déjà première étape. Et ensuite, pour ce qui concerne la France, je tiens à saluer l'initiative du député Jean-René Marsac dans le sens de la réutilisation sociale, cette fois-ci des biens confisqués. Monsieur Marsac a déposé un premier amendement dans le cadre du projet de loi Hamon sur l'économie sociale et solidaire l'an dernier, puis un autre amendement dans le cadre du projet de loi Macron sur l'activité et la croissance le mois dernier. Malheureusement, ces amendements n'ont pas été retenus, mais bon, M. Marsac a quand même obtenu des promesses d'engagement de la part des ministres concernés. Voilà,
donc ça c'était côté bien confisqué. Ensuite, une autre nouveauté présentée par Libera, c'est ce qui relève plutôt de la mémoire, on va dire. Et c'est que dès sa naissance, elle soutient les demandes de justice et de solidarité des familles des victimes innocentes des mafias. Ceci constitue une nouveauté parce que jusque-là, les victimes et leurs familles avaient été souvent oubliées ou marginalisées, pour ainsi dire, pour la plupart. Donc on est face à un passage d'une demande privée à une demande collective de justice. Et le 21 mars 1996, donc à peine un an après la création du réseau, on a la première journée de la mémoire et de l'engagement en souvenir des victimes des victimes innocentes des mafias, devenu par la suite un rendez-vous fixe chaque année dans une ville italienne différente et qui regroupe jusqu'à 200 000 personnes. Samedi dernier, donc il y a 2 jours, s'est déroulée la 20e journée de la mémoire et de l'engagement à Bologne. Ensuite, toujours dans le cadre d'assistance aux victimes des mafias et aux familles des victimes des mafias, Libera possède un bureau juridique qui offre de l'assistance aux familles des victimes des mafias, aux témoins de justice et aux victimes de l'extorsion et de l'usure. Et de plus, depuis 2009, les statuts de Libera prévoient qu'elle puisse se constituer partie civile dans les procès de mafia. Donc ça fait écho à ce qu'a dit Céline Tessier tout à l'heure sur le rôle d'anticorps. Donc à côté de cette présence formelle, néanmoins, il faut souligner qu'on a depuis quelques années aussi une présence informelle de Libera dans les tribunaux. Dans le cadre des procès de mafia, bien sûr. Donc il s'agit de membres de Libera qui viennent assister au procès de mafia. Le but n'étant pas de conditionner l'administration de la justice, bien sûr, mais plutôt de rétablir un équilibre de force, on peut dire. En effet, les procès de mafia sont souvent intimidants, ça va souvent être intimidant à cause du nombre d'avocats et de proches des accusés mafieux présents dans les tribunaux. Donc l'idée, c'est d'être proche des victimes de mafia et de leurs familles dans leur demande de justice, mais aussi de profiter de ces moments tout particuliers que sont les procès pour apprendre. Voici ce qu'en dit Enzarand, qui est responsable du bureau juridique de Libera. Cela a été un saut dans les responsabilités, dans les horizons, une nouveauté imprévue qui dérange beaucoup. Ça dérange même quelques avocats, alors que plusieurs magistrats apprécient notre présence, car ils se sentent peut-être moins seuls. Mais surtout, il ne faut pas oublier que les procès sont des moments de savoir et de connaissance. Dans un procès, on apprend, un jeune apprend beaucoup, par les émotions aussi. Je ferme les guillemets. Et donc voilà, là aussi un autre écho à ce qu'a dit Céline Tessier, peut-être de cette alliance entre société civile, citoyenne et la magistrature, une certaine partie de la magistrature. Voilà, et par les mots de Enzarand, on touche aussi un autre aspect très important au sein de Libera, c'est celui de la formation, de la formation, de l'éducation, de l'information, et pour approfondir ses connaissances sur la mafia et l'anti-mafia. Donc voilà, j'ai essayé d'un côté de vous donner un petit aperçu de l'antimafia sociale moderne, on pourrait dire peut-être, à partir de la loi sur la réutilisation des biens confisqués, et antimafia sociale dont l'action de Libera prend toujours plus la forme d'une antimafia par la garantie des droits. Et de l'autre côté, j'ai aussi évoqué quelques exemples aussi pour l'antimafia civile, civique ou citoyenne, où j'entends par là la mobilisation contre la mafia de groupes de citoyens plus ou moins formellement organisés, suivant la définition d'Umberto Santino,
sociologue et directeur du Centre sicilien de documentation sur la mafia, Giuseppe Bastardo. Donc, si vous lisez l'italien, vous pourrez trouver plus d'informations sur Libera sous forme de synthèse par tout le matériel qui est produit par l'association, notamment le bilan social publié chaque année. Pour l'instant, la dernière version parle des activités de 2013. Ou sinon, sous forme plus analytique, il y a ce livre de Nando Dalla Chiesa, sociologue, La Scelta Libera, qui vient de paraître il y a quelques mois. Et bon, quoi d'autre? On m'a signalé aussi qu'il y a un livre en français qui va paraître le 2 avril prochain, aux éditions Bayard, Un prêtre contre la mafia, de Nello Scavo et Luigi Ciotti. Donc voilà, si ça vous intéresse, je vous invite à les lire. Moi, personnellement, je ne l'ai pas encore lu, donc voilà, on va attendre le 2 avril. Et je vous remercie pour votre attention et je serai ravie de répondre à toutes vos questions.